Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 heures de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Le vote des sénateurs sur le traité européen, aussi décisif que celui des députés, insiste Jean-Marc Ayrault, mais au Sénat, la majorité de gauche semble introuvable. Le groupe européen EADS et British Aerospace renoncent à fusionner pour créer le numéro 1 mondial de l'aviation et de la défense. Une décision des entreprises pour François Hollande, alors que l'Allemagne se défend ce soir d'être responsable de cet échec. Explosifs et armes retrouvées, l'extrême dangerosité de la cellule islamiste démantelée ce week-end soulignée par le procureur de Paris. Les 12 suspects ont vu leur garde à vue prolongée exceptionnellement un 5e jour pour prévenir tout risque d'action terroriste. Et puis les invités du 19h ce soir, Jean Bizet pour l'UMP, Pierre Laurent pour le Parti communiste français, également avec nous tout à l'heure Richard Yung pour le Parti socialiste et Calliope Angoela, écologiste pour le débat européen. Et puis Jacques Mézard, le président du groupe radical de gauche, sur la lutte contre le terrorisme. Après un premier ouf de soulagement poussé hier après le vote des députés, le pouvoir exécutif attend maintenant une adoption la plus large possible du traité européen au Sénat. La ratification par les seules voix de la gauche semble impossible, mais Jean-Marc Ayrault a insisté aujourd'hui sur un vote synonyme, selon lui, de réorientation de l'Europe. Et le débat s'est engagé au Sénat. Mounir Soussi. Après l'Assemblée nationale, c'est devant le Sénat que Jean-Marc Ayrault vient défendre le traité budgétaire européen. Plus le vote sera large, plus l'élan que vous donnerez après le vote de l'Assemblée nationale, eh bien plus vous donnerez de chance à la réorientation de l'Europe qui doit se poursuivre absolument. Il appelle plus particulièrement ses alliés de gauche à voter massivement, un pari loin d'être gagné. Ne comptez pas sur nous. Cette ratification, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, est à nos yeux une faute politique. Moins radicaux mais coincés entre solidarité gouvernementale et liberté de parti, les écologistes prennent tout de même leur distance. Le gouvernement considère que c'est un mal nécessaire de ratifier maintenant ce traité. Nous considérons que c'est un mal qui n'est pas nécessaire, qui est même très encombrant et qui va extrêmement compliquer la tâche dans les mois à venir pour l'action gouvernementale. Si le gouvernement peine à rassembler sa majorité, il peut compter sur les voix de l'opposition qui avait défendu le texte sous Nicolas Sarkozy. Vous ne serez pas surpris, Monsieur le Ministre, que le vote auquel j'appelle soit non pas bien entendu un vote de confiance. Dont l'entrée en vigueur reste suspendue à 2 autres ratifications. Marie Brémaud. Si en France, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance est finalement adopté, ce n'est pas pour autant que le texte entrera en vigueur. À Bruxelles d'ailleurs, on a le nez sur le compteur des ratifications. Le traité budgétaire a été signé en mars dernier par les chefs d'État et de gouvernement de 25 des 27 États membres de l'Union européenne. Le Royaume-Uni et la République tchèque n'ont pas voulu y être associés. Pour entrer en vigueur au 1er janvier 2013, le traité doit être ratifié au minimum par 12 États membres de la zone euro. À ce jour, ils sont 9 à l'avoir ratifié, majoritairement par la voie parlementaire. La France pourrait donc être le 10e État membre.
Il manquera alors 2 ratifications pour que l'application devienne effective. Les pays en difficulté, comme la Grèce, l'Italie ou encore l'Espagne, ont accompli rapidement les différentes étapes de ratification. Cela s'explique car pour pouvoir bénéficier des aides du Fonds de secours permanent de la zone euro, il faut avoir ratifié le traité. Il subsiste une grande interrogation sur l'issue du débat en Finlande. Les différents membres du gouvernement ne sont pas d'accord sur la question. François Hollande et Mariano Rajoy se sont retrouvés aujourd'hui à Paris pour un sommet franco-espagnol. Le président français a exprimé sa solidarité vis-à-vis de l'Espagne confrontée à un endettement record. Nicolas Sarkozy, visé par une plainte sur les sondages commandés par l'Élysée, l'association Anticor dénonce des contrats sans appel d'offres au profit de la société de Patrick Buisson pour plus de 3 millions d'euros. L'ancien ministre UMP Éric Raoult, maire du Raincy en Seine-Saint-Denis, a été placé quelques heures aujourd'hui en garde à vue pour violence conjugale. Sa femme, dont il est séparé et qui fut longtemps son assistante parlementaire, a déposé plusieurs plaintes. Valérie Trierweiler porte plainte pour diffamation et atteinte à sa vie privée contre les auteurs du livre à paraître La Frondeuse. Cet ouvrage évoque notamment une relation passée entre l'actuelle compagne du chef de l'État et Patrick Devedjian. La réforme de l'école dès la prochaine rentrée, préconisée hier par François Hollande, soulève des inquiétudes chez les maires chargés de l'accueil des élèves. Le retour notamment de l'école le mercredi matin va entraîner un surcoût que les collectivités locales disent ne pas pouvoir assumer. Cécile Sixou. Je suis favorable au retour à une semaine de 9 demi-journées. Une demi-journée d'école en plus, c'est aussi plus de moyens. Il faut faire venir du personnel, mettre à disposition des locaux ou encore organiser les activités après l'école. Tout cela a un coût et si l'État compte bien mettre la main à la pâte, il reviendra aux collectivités territoriales chargées des missions scolaires de payer la note. Yves Cratinger, président du Conseil général de la Haute-Saône, a déjà estimé les dépenses en plus pour son département. Pour les transports scolaires, c'est de l'ordre de 10% plus cher qu'aujourd'hui. 10% de la dépense en matière de transport scolaire, pour nous, c'est entre 1,5 million, 1,8 million, peut-être 2 millions d'euros supplémentaires. Outre les départements, régions et communes seront également mises à contribution. Alain Fauconnier, maire d'une commune de 8000 habitants, Saint-Afrique, a déjà anticipé le surcoût pour son budget 2013. Au total, 100 000 euros supplémentaires. J'espère, mais je crois aussi que ça va se faire avec quand même un retour d'ascenseur en termes d'aide. Enfin, ça ne sera pas 100%, on ne rêve pas. Simplement, ça ne peut pas être à la charge 100% de la collectivité, sinon ça sera la révolution. Une révolution car les collectivités territoriales souffrent déjà d'asphyxie financière. L'État propose des mesures qui sont louables, mais il va demander aux autres collectivités d'assumer les surcoûts, et ça n'est pas acceptable, mais ça l'est d'autant moins qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, de concertation avec les collectivités territoriales concernées. Normalement, la concertation devrait avoir lieu, c'est en tout cas ce qu'a promis le chef de l'État. La France et l'Allemagne constatent aujourd'hui l'impossibilité de fusionner l'avionneur européen EADS et le fabricant d'armes britannique British Aerospace. Le groupe envisagé donc ne deviendra pas numéro 1 mondial. L'Allemagne a été montrée du doigt, mais se défend ce soir d'être à l'origine de cette impossibilité dans cette fusion qui aurait pu donc faire peser, dit-on en Allemagne, des menaces sur l'emploi. Les invités du 19h, donc en plein débat européen. Richard Young pour le Parti Socialiste, bonsoir et merci d'être avec nous. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, désormais sénateur, reste là depuis quelques semaines. Avec nous également Jean Bizet pour l'UMP et Calliope Angot est là pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes toute fraîche sénatrice, vous également. Oui, très nouvelle. Très nouvelle. Quel sera votre vote alors, puisqu'on sait que le traité sera rejeté par une grande majorité du groupe écologique, 10 sur 12, mais ce sera soit l'abstention, soit le vote non. Qu'avez-vous choisi? Alors moi, je suis sur une abstention bienveillante. Une abstention bienveillante. Oui. Ce n'est pas ce qu'attend de vous le Premier ministre. Il veut une bienveillance de toutes les forces de la majorité, donc il veut un vote positif. Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense aussi que c'est le résultat d'une réflexion qui est transpartisane, puisque bon, dans différents partis, on a des positions un petit peu différentes. Et puis là, ça a été aussi le résultat d'une discussion
très démocratique au sein du parti d'Europe Écologie Les Verts. Très bien. Et du coup, on a des positions qui sont représentatives de ce débat-là. Alors donc une abstention bienveillante, dites-vous, à vos côtés. Donc Pierre Laurent, vous, ce sera un nom farouche. Oui, farouche, parce que je pense que le traité est, bon, comme ça a été dit dans le débat cet après-midi, déjà d'ailleurs souligné et reconnu par le Premier ministre il y a quelques jours, c'est le même traité que celui qui avait été signé par Nicolas Sarkozy. C'est pas ce qu'il a dit aujourd'hui, le Premier ministre. Il a dit il faut voter oui pour réorienter l'Europe. Oui, mais réorienter l'Europe, précisément, ça ne peut pas commencer par adopter un traité qui va dans le sens qui était celui souhaité par la droite au pouvoir il y a quelques mois. Vous dites que c'est le même traité que celui qui a signé Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas, c'est un fait. C'est un fait. Mais c'est contesté par François Rebsamen, par exemple, le président du groupe socialiste. Et ce qui Richard Yung va s'exprimer là-dessus. ne suffit pas à rééquilibrer le traité. Vous avez dit d'ailleurs rejeté par 10 des 12 voix vertes, mais s'il y a 10 abstentions, c'est pas du rejet. Hein, non, ça va être équilibré, je crois. Mais autant voilà, je pense que c'est de équilibré. votre nom chez les écolos. Écoutez, je crois que le débat a été assez éclairant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Laurent? Voilà. Il dit c'est le traité signé par Nicolas Sarkozy. Et puis, il n'y a pas de réorientation de l'Europe. C'est un argument qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, y compris d'ailleurs de la part de l'ancienne majorité, mais nous avons exploité qui va voter le traité. Et je m'en félicite. Mais ce que nous avons expliqué, c'est que ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qui a été négocié en fin juin, c'est-à-dire le pacte de croissance, l'union bancaire, la taxe sur les transactions financières. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ni les chiffres, etc., mais il y a une lecture différente parce que c'est une perspective différente. Le texte est le même. Il n'a pas été renégocié. Nous ne le discutons pas, mais le contexte et le cadre et les relations avec l'Allemagne sont différents. Alors, Jean Bizet, est-ce que vous donnez raison à Pierre Laurent? Finalement, vous allez voter le traité en vous inscrivant donc dans les pas de Nicolas Sarkozy. Il en va de l'intérêt de la France, il en va de l'intérêt de l'Europe, et c'est une pierre supplémentaire, si vous voulez, à la construction européenne. Donc, si on vote non, on vote contre l'euro et on casse l'Europe. Mais sachez que le vote que nous allons émettre, nous, l'UMP, nous ne lui donnons pas la même signification que celle du Parti socialiste, parce que derrière tout cela, nous y voyons également une marche supplémentaire pour l'intégration européenne et la volonté de présider, si vous voulez, à des réformes structurelles auxquelles la France, de toute façon, devra faire face. Si la France était seule, elle ne les ferait pas. Contrainte, à mon avis, par cette union budgétaire, économique, cette convergence des économies... Ah mais on va vous dire, on perd notre souveraineté, alors, si vous dites ça. Non, je préfère, si vous voulez, un copilotage avec l'Europe, plutôt que d'être sous la souveraineté et la tutelle des marchés. Voilà. Voilà pourquoi l'UMP votera sans aucun problème. C'est un vote, entre guillemets, effectivement, de continuité. Pierre Laurent. Non, mais moi je conteste totalement l'argument qui consiste à présenter ceux qui votent contre comme des gens qui voudraient casser l'Europe. Il y a un débat sur l'orientation de l'Europe qu'il faudra un jour quand même assumer. Nous sommes, nous aussi, des Européens. Nous voulons une Europe solidaire et nous considérons que la voie choisie actuellement, celle de l'austérité budgétaire, celle de la compétitivité et de la concurrence par l'abaissement du coût du travail, est une voie qui nous mène à la catastrophe. Et ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal, nous le montre. Est-ce qu'on essaie de sortir aujourd'hui de la catastrophe? On voit quand même la solidarité qui se met en place. Mais pour en sortir, avec le mécanisme européen de stabilité, avec 700 milliards d'euros qui sont prêts à être mobilisés pour aider les pays les plus endettés. Le problème, c'est que tous les mécanismes qui sont mis en place depuis le début de la crise sont assortis à chaque fois de contreparties qui demandent aux États qui en bénéficient de faire des plans d'austérité supplémentaires. C'est comme ça qu'on a mis à genoux la Grèce, c'est comme ça qu'on est en train de mettre à genoux l'Espagne et le Portugal. Donc ce n'est pas la voie qu'il faut continuer à suivre. Et j'ai dit dans mon intervention, j'ai proposé 3 pistes, moi, de refondation de l'Europe: redressement social et productif, démocratie et reprise en main de nos pouvoirs monétaires et bancaires que nous avons laissés au marché financier. Et le traité prend l'exact contre-pied de ces 3 directions. Sur ce point, messieurs. Ce que je dirais, ce que je répondrais, c'est que ne pas voter le traité, c'est quand même un message
extraordinairement négatif vis-à-vis de tous nos partenaires, les 16 partenaires de la zone euro. Alors on peut le présenter comme on veut, mais en tout cas, après ça, pas vis-à-vis des salariés grecs, ça sera, pas vis-à-vis des salariés espagnols, pas vis-à-vis des salariés portugais. Les salariés grecs et espagnols, ils seront peut-être contents d'avoir une partie des 700 milliards du MES. Allez, répondez-vous, Jean Bizet, à cette équation qui dit le traité budgétaire synonyme d'austérité et de rigueur accrue pour les peuples qui souffrent. Vous ne serez pas surpris que je ne sois pas d'accord avec le secrétaire général du Parti communiste. Non. Il est bien évident. Mais il est très clair que de toute façon, nous ne pouvons pas continuer à avoir 50 milliards de remboursements annuels des seuls intérêts de la dette. Donc, il faut diminuer précisément nos dépenses publiques, faire de la rigueur. C'est donc le TSSG, 0,5% de déficit. C'est le traité. C'est le fameux traité. De gouvernance européenne. Et ensuite, enclencher des réformes structurelles. Et si mes informations sont exactes, le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, va proposer lors du prochain Conseil européen, 18 et 19 octobre, un partenariat, je dirais un partenariat avec les États membres qui souhaiteront s'engager précisément vers ces réformes structurelles. Ce sera du donnant-donnant. Vous aurez l'appui du MES, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Richard Yung, si par contre vous vous engagez dans un cercle vertueux, à savoir engager des réformes. Des réformes de structure, mais pas celles que réclame évidemment le Parti communiste français. Bien évidemment, mais on n'aura pas d'autre issue que celle-ci. Soyons concrets, ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi? Les réformes de structure, c'est le marché du travail, un assouplissement plus de flexibilité, baisser le coût du travail, faire des efforts sur les pensions, revoir également le problème, si vous voulez, de l'âge de la retraite, revoir le problème de la TVA sociale qu'on avait instituée, qui vient d'être cassée. Richard Yung, c'est ça? C'est toute une réforme, si vous voulez, qu'il faudra reprendre. Je ne défends pas l'ensemble de ces propositions, il faut les discuter, mais il est clair qu'il faut un certain nombre de réformes. Comment avec ça, vous êtes partagé quand vous écoutez les arguments de gauche, de droite, et pas seulement de droite, vous êtes partagé? Non, mais je pense qu'il y a... de la majorité. Absolument, c'est la logique de la majorité. Ah oui, tout à fait. J'avais cru en écoutant tout à l'heure M. Placé qu'il était en lévitation, le parti écologiste. Non, pas du tout. C'est en lévitation. Non. Les écologistes ont des débats qui sont démocratiques et Europe Écologie Les Verts fait partie de la majorité, bien sûr. Bon, et de toute façon, tous les partis ne votent pas toujours de façon complètement unanime. Et puis, mais même quand même sur un texte aussi fondamental qui engage l'orientation budgétaire et européenne du pouvoir que vous soutenez. Justement, on a un engagement européen très fort et ça fait partie des choses qu'on soutient. Maintenant, c'est vrai que ensuite, on fait le pari que les choses vont progresser à ce niveau-là. Maintenant, c'est sûr que la situation de la Grèce est catastrophique et qu'il y a des attentes fortes de ce côté-là. Ah, vous êtes écartelé quand même. Oui, mais je pense que c'est révélateur aussi de difficile pour voilà. Et les choix, on doit répondre oui, non ou abstention à des questions extrêmement complexes. Et peut-être que justement cette complexité, et là, on la voit à travers l'attitude du groupe écologiste. Alors je le disais. Moi-même qui ai un avis plus tranché que ça, comme vous l'avez entendu, on aurait, puisqu'on est devant des problèmes compliqués, vous dites, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas donné le temps du débat ? Pourquoi est-ce qu'on s'est obligé à ratifier le traité immédiatement, puisque François Hollande avait dit lui-même, je veux renégocier le traité. Il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs dès le mois de juin, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais personne ne croira qu'il y a une réorientation fondamentale de l'Europe depuis le mois de juin. Donc il fallait se donner le temps. Donc il fallait se donner le temps, justement, de convaincre nos partenaires européens d'ouvrir ce débat. Et la ratification en urgence, c'est pour ça que je dis est une faute politique, parce qu'elle va nous priver des moyens de peser dans ce débat politique européen, alors que nous avions l'occasion de le faire avec le changement de majorité. Mais le traité ayant déjà été ratifié dans certains pays, on ne peut pas le renégocier, vous le savez. Mais
Mais pourquoi? Parce que Parce qu'un pays, mais pas du tout. Un pays comme la France a les moyens de dire sur une question aussi importante. J'étais d'accord avec une chose dans ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault au début de son intervention, c'est qu'il a dit ce n'est pas seulement un traité de plus. Il a commencé par ces mots-là. C'est un traité qui engage l'avenir de la France. Donc, si c'est un traité qui engage l'avenir de la France et qui a cette importance, ça mérite un autre débat public que celui que nous avons eu depuis 3 mois. Je refais la même remarque que tout à l'heure. Nous parlons que du TSCG. Or, le débat de cet après-midi, c'est un débat sur les perspectives européennes, c'est-à-dire la vision que nous avons, que nous portons, que nous voulons avoir pour l'Europe pour les 5-6 prochaines années. Ce soir, on va commencer le TSCG, mais ne nous bloquons pas seulement sur le TSCG à ce stade-ci de la discussion. Le vote portera bien sur le traité. Richard Yung, et je disais tout à l'heure que le pouvoir exécutif, dès hier, très vite, François Hollande et Jean-Marc Ayrault avaient poussé un ouf de soulagement, puisqu'une majorité de gauche s'est dégagée à l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas le cas au Sénat. C'est embarrassant? Nous connaissons les chiffres du Sénat, donc voilà. J'ai été très mal à l'aise, moi, des propos du président de la République. Se réjouissant précisément qu'il n'avait pas eu besoin à l'Assemblée du vote précisément c'était un test politique important pour lui. Et même pour sa crédibilité en Europe, Jean Bizet, que vous défendez. Il avait besoin du soutien de sa majorité à l'Assemblée. Quand on est président de la République, on dépasse les clivages sur des questions de cette importance. Et moi, j'aurais souhaité plutôt entendre qu'il se réjouissait du vote, mais sans dire qu'il n'avait pas eu besoin. Précisément, le Sénat complétera ton analyse. Mais le président de la République a un problème politique, c'est qu'il doit essayer de faire croire, après avoir été mandaté par les Français sur la renégociation du traité, il doit essayer de faire croire que ce traité est devenu un traité acceptable par la gauche. Ce que je ne crois pas, et d'ailleurs, s'il y a autant de votes contre à l'Assemblée comme au Sénat venant de toutes les familles politiques de la gauche, le Front de gauche de manière unanime, mais aussi des écologistes et des socialistes, c'est que ce débat traverse la gauche et qu'il n'y a pas de consensus à gauche. Mais la gauche fait quand même des progrès. Parce qu'en février, vous n'aviez pas voté le mécanisme européen de stabilité, alors que vous réclamez énormément de solidarité. 700 milliards, c'est de la solidarité. Merci à tous. De la droite devrait vous faire réfléchir. Merci à tous pour ce débat. Vous allez pouvoir retourner en séance. On va accueillir Jacques Mézard dans un instant, le président du groupe radical de gauche, qui a dit des choses très fortes, lui, sur l'Europe. Il a dit aujourd'hui que certains discours pouvaient pousser au populisme, les discours contre les oukases venus de Bruxelles. On lui posera une question, mais il est là pour parler également de terrorisme, puisque fait exceptionnel, la garde à vue des suspects interpellés ce week-end lors du démantèlement d'une cellule terroriste a été prolongée un 5e jour. Le procureur de Paris met en avant le risque d'une action après la découverte la nuit dernière d'engins explosifs. Simon Barbarie. C'est une décision exceptionnelle. Ce matin, le parquet de Paris prolonge de 24 heures la garde à vue des 12 suspects de la cellule terroriste démantelée ce week-end. Initialement fixée à 96 heures dans les affaires de terrorisme, une garde à vue peut être prolongée en cas d'imminence d'un passage à l'acte. Une première depuis la mise en place de cette mesure en 2006. Et le risque de ce passage à l'acte a été confirmé la nuit dernière. Dans un garage de Torcy en Seine-et-Marne, les enquêteurs ont découvert des éléments destinés à la fabrication d'engins explosifs. Ont été découverts, outre un fusil à pompe et une arme de poing, des sacs contenant du nitrate de potassium, du soufre, du salpêtre, des récipients type cocotte minute et des ampoules de phare, tout produit ou instrument utile à la fabrication de ce que l'on appelle des engins explosifs improvisés. À ce stade de l'enquête, impossible de savoir si les auteurs de l'attentat commis contre l'épicerie cachère de Sarcelles font partie des 12 suspects appréhendés. Le procureur de Paris a encore la possibilité de prolonger la garde à vue de 24 heures supplémentaires, soit 6 jours d'interrogatoire. Avec nous, donc, Jacques Mézard, bonsoir, président du groupe RDSE et rapporteur du projet de loi du ministre de l'Intérieur sur la meilleure façon de lutter contre le terrorisme dans notre pays et à l'étranger quand il s'agit de djihadistes venus de la France et qui vont se former au Pakistan ou ailleurs. Mais un mot peut-être sur l'Europe, je le disais, vous avez eu des mots très forts. Vous avez dit attention au discours qui dénigre l'Europe de Bruxelles. Ça fait le lit du populisme et de l'extrême droite. Tout à fait. Les radicaux sont extrêmement attachés à la construction européenne. Et nous constatons au fil des années qu'il est
très utilisé par certains partis le fait de dire que tout ce qui va mal est le fait de l'Europe. Or, nous savons que ce n'est pas vrai. Et le traité, qui est un tournant significatif dans la construction européenne, parce que ça permet des avancées, ce que nous avons souligné, doit permettre de marquer justement l'attachement de nos parlementaires à cette construction européenne. Alors on parle du terrorisme maintenant. D'abord, l'islamisme salafiste, on l'a découvert ce week-end. Enfin, on avait déjà des cas précédents évidemment, mais quand même a bien ses racines, des racines en France. Oui, ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il y a une menace terroriste, mais ce n'est pas nouveau. Notre pays a toujours connu, ainsi que nombre de pays européens, des vagues de terrorisme émanant de l'étranger ou d'origine diversifiée. Nous avons aujourd'hui la démonstration qu'un certain nombre de ressortissants français sont formés au terrorisme et qu'il est nécessaire d'avoir des dispositions législatives qui permettent de couvrir pénalement l'ensemble de l'éventail de ce qu'on peut appeler la menace terroriste. Au vu de ce qui s'est passé ce week-end, de ce qu'on a découvert sur cette cellule, qu'est-ce qu'il vous paraît le plus pertinent comme mesure à prendre? Écoutez, la volonté du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, c'est d'avoir justement à la fois un texte équilibré par rapport au respect des libertés individuelles, mais un texte qui permet à nos services de sécurité et au pôle d'instruction chargé du terrorisme de faire face à ces dangers, à ces menaces. Et le projet de loi qui va passer le 16 octobre au Sénat en première lecture est un projet de loi qui permettra justement de poursuivre des ressortissants français commettant des actes ou la préparation d'actes de terrorisme à l'étranger, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Or, nous avons malheureusement quelques ressortissants qui ne commettent aucun délit en France, qui vont se former à l'étranger, par exemple dans des camps d'entraînement, et il est nécessaire de pouvoir intervenir lorsqu'ils reviennent en France, parce qu'ils peuvent aller dans ces camps d'entraînement en partant d'ailleurs d'autres pays. Donc il y avait vraiment des lacunes dans la loi. Vous reprenez, Manuel Valls a pris le texte qu'avait défendu Nicolas Sarkozy, non? Non. Le texte de Manuel Valls, c'est un texte nouveau qui prévoit justement de combler cette lacune dans des conditions qui n'étaient pas prévues auparavant. Le but du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas d'accumuler de nouvelles dispositions pénales, c'est de combler les lacunes existantes. Et moi, j'ai auditionné les services compétents qui sont chargés de ces problèmes de terrorisme. Je peux dire que nous avons des services qui sont compétents et qui... Ça a été contesté évidemment lors de l'affaire Mohamed Merah. Vous savez, la vraie difficulté dans ce dossier-là, c'est de savoir à quel moment on passe à la phase de judiciarisation. Si on le fait trop en amont, eh bien, on n'arrive pas à déterminer, à démanteler les filières. Si on le fait trop tard, il y a des attentats qui peuvent être commis. Et là, c'est effectivement, d'ailleurs, quelles que soient les dispositions législatives, un vrai problème de responsabilité par rapport à ceux qui sont en charge. Il y a un aspect qui ne relève pas de la loi, des lois sécuritaires. C'est quand même le profil de ces individus, des délinquants de droit commun, animés par la haine, l'antisémitisme et puis marqués par une certaine inculture aussi. Tout à fait, mais on connaît les dangers des organisations extrémistes, quelles qu'elles soient. On a pu aussi constater que dans les prisons, dans nos prisons françaises, c'était un des lieux où se véhiculait ce discours terroriste, et il est nécessaire là aussi d'avoir une articulation avec l'administration pénitentiaire. Mais manifestement, ce sont des gens qui sont pour la plupart perdus, qui n'ont plus de repères et qui sont malheureusement utilisés pour ce passage à l'acte. Merci Jacques Mézard. La question du nouvelobs.com aujourd'hui, faut-il durcir encore les lois antiterroristes? Et vous avez répondu, on le découvre sur ce panneau, oui à 75%. C'est la fin de ce journal, à 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve demain à 19h, et juste après, ne manquez pas, sur Public Sénat à 18h, un documentaire de Fabrice Cunet sur le cheminement du dernier projet de loi sur le logement social, qui a d'ailleurs été adopté aujourd'hui même par le Parlement, dans l'émission donc Les Dessous de la loi. Bonsoir. Monsieur, je suis procureur de la République. Je vous reçois pour vous expliquer ce que je vous reproche et pour vous dire surtout que vous allez être jugé en comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil. Trafic, vol, agression.
Tous les crimes et délits commis dans un département sont signalés au parquet. Plongez au cœur du palais de justice de Créteil, en région parisienne, pour comprendre le quotidien plutôt chargé du substitut du procureur. L'avocat de la loi, le quotidien d'un procureur, samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.